conference will give you insights and knowledge about what Islamic finance is really, and also about what opportunities it holds for you as business students. Stanislas Marchand is going to present you our guest speakers today, and thank you for attending it. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Let me tell you why you made the right choice coming here tonight. First, I'm going to provide you with some data. In 1994, 9 Islamic funds were investing around $800 million in the world. In 2006, 130 Islamic funds were investing more than $7 billion in the world. I don't know the data about today. I don't know how much is invested in Sharia compliant funds, but please remember that the estimation is that more than $5,000 of savings in the Middle East could be invested in Islamic funds. Moreover, a recent study showed that in the USA, 1 out of every $9 invested is invested in Islamic finance, in ethic finance, sorry. And Islamic finance is a kind of ethic finance, as you know. So I'm telling you that to show you that Islamic finance is full of opportunities and is going to be developed in the future. And that's why you should be interested in Islamic finance. The second point is that many of you may think that you are not Muslim, you don't speak Arabic, so why should you be interested in Islamic finance? My answer to that is that Islamic finance is not only for Muslims. Of course, most of you are not very Sharia compliant. You drink alcohol, you smoke cigarettes, especially on Thursday nights. But it is not because you are not Sharia compliant that you cannot invest in Sharia compliant businesses, and that you cannot advise your clients in which Sharia compliance business they can invest. So yes, Islamic finance is made for you. And my last point here is that Islamic finance is a kind of sustainable finance because Islamic finance does not allow excessive debt, and maybe we need more Islamic finance in Europe. And Islamic central banking is one of the reasons why the economies of the Middle East resisted better to the financial crisis of 2008. That's because Islamic central banks have very monetarist principles. They do not promote bubble creation as we do with our monetary policies. So yes, everyone should be interested in Islamic finance, and you made the right choice coming here tonight. Now let me introduce you our first guest, which is Majdi Shahabouni, who is the CEO of Amana Consulting, which is a consulting group specialized in Islamic finance, an international consulting group because they have offices in Paris, Bahrain, Tunisia, and Hong Kong. Thank you. Yes. I come here I thought to present the challenges and opportunities of Islamic finance, but I think when I see your face, I need to explain a bit what Islamic finance is about, yeah? Which basically I didn't prepare it, but I remember I have a nice slide here that we should go through.
And this may be very interesting to show you at the end. All right. Basically, if you need to borrow money conventionally, which means in a non-Islamic way, you go to the bank, which is basically the first graph. You go to the bank, you ask for the money, they give you the money, and you start to do your project, and you have a schedule, and you do the payment. The problem with Islamic bank, basically when you provide 100,000 euros, and over time you give it back to the bank 120,000 euros, the 20,000 euros are considered as riba, which is basically what is forbidden. If you give back 100,000 euros, there is no issue, right? That's 20,000 euros is the issue. Because if you are an owner of a business called the bank, when you make a profit of 20,000, the profit is coming from the money. So in Islamic philosophy, you use the money to purchase and to buy something. You cannot be rich because you have money. You get my point. You need to work and you need to take the risk. So basically, if we try to open a bank together and we try to respect the Sharia, basically all the earnings and the income as a banker will be coming from the exact money, lending, and bringing back the money. Although the customer, they make project to reimburse, you know. So, for an Islamic bank, what we need to do is basically the Islamic bank here, the transaction, the Islamic bank will have to ask the customer what you are going to do with the money. The customer will say, I need to buy a car. Okay, so then the Islamic bank will not give the money, will buy the car, okay, and give the car, you know, and the customer will pay rent. Although the rent is similar, is 120,000, but the Islamic bank is making a profit with 20,000 as a rent, a company renting a car, like Hertz, etc. So, which is basically not forbidden. This is a commercial company. So Islamic banking is around making a profit as an Islamic bank, but not directly from lending, from really taking the risk of the real economy. So we have to behave as entrepreneur, as a bank, as owner of apartment flats that we rented, you know. So basically, this is what Islamic banking is about. The profit economically is the same, but the way and the approach is completely different. I want to show you here. Yes. I should stop here. Ah oui, d'accord. Le micro, celui-là. Ça, c'est beaucoup mieux. Je mets ici. Comme ça. C'est bon? C'est bon? C'est okay. So, let's take an example of a customer would like to purchase from a merchant the kind of equipments and machines. So the first step in a conventional bank that we know, he has to go directly to the bank and ask for the money. The bank will credit the account, and the customer will go to the merchant and buy the equipment. Here, the bank cannot justify the profit because it's coming directly from the lending. So in Islamic finance, he has to negotiate first with the merchant bank, with the merchant, go to the bank and ask to purchase from the bank itself the machine. So
he has to make a purchase order from the bank. So the bank here is behaving as if it is a merchant, all right? The bank then will buy the machine from the merchant, make the payment, and then the merchant will deliver to the customer, and the bank will sell to the client the machine. Okay? And then the bank will sign with the customer selling the deferred payment. So basically, it's a payment, what we call it, by morale. So here, the bank is behaving as if it's a merchant or owner of a flat, renting it, or selling by credit. So the profit of the bank is at the end considered as commercial profit or industrial profit. It's not a financial profit. So which lead at the end to a different risk. So think about the merchant cannot deliver to the customer the equipment or the car. You know, there is as well some deficiencies, discrepancy on the equipment of the machines. The bank has a risk. So the Islamic bank naturally has more risk than a conventional bank. So let me start from the beginning my presentation. Nobody welcomed you? All right. So, Islamic banking outlook. This is the figures. Islamic banking is contributing considerably compared with the other areas of Islamic finance. So, most of the assets, 83% of the transactions are with the banking system rather than by, there is a big growth of sukuk, but still compared to the Islamic banking, Islamic funds and the careful are smaller. However, Islamic banking contribution to the global financial system is still very low. Global banking assets is almost $100 trillion. With still Sharia compliant assets is $1 trillion. And for the sukuk worldwide on the conventional way, it's H2. The sukuk are still smaller. And for the takaful, which is the Islamic insurance, is considered very limited. Simply not because Islamic finance is not doing well, it's simply because it's emerging, it's 15 or 20 years of history. There is a big growth, and we will observe as well a higher potential in GCC and Southeast Asia. For me, why it did work, why Islamic finance is emerging. Although a couple of questions has to be asked. If we are lending with zero interest and or replacing money with the Islamic bank with zero interest, normally nobody would be interested there. So naturally, zero interest would mean no savings. Zero interest would mean infinite demand for loans and zero for supply. You know, so it's a big question we ask: why we come up with Islamic banking, where normally we are selling zero interest on saving and zero interest for loans? It doesn't make sense. Now, one reason we should ask ourselves how it did grow, yeah? First of all, first driver, Muslim population. So this is the natural market. You know? Suddenly, Muslim countries and Muslim population decided to discover, I have to say, their exclusion, where basically they discover their identity and they said, why not eat halal, consume something similar to their identity, and why not use a banking system suitable for them. This is the first reason that driving the second reason, of course, is the population. You see the growth in Indonesia
Pakistan, Bangladesh, when we have a high population of Muslim asking for this kind of product. So basically, it's growing. So the growth really are in East Asia and the GCC. So the demography is the driver behind. However, a second reason would be, if I have to say, is the growth on the GDP is the second reason. I usually say to my colleague, if Tunisia or Algeria, Tunisia, for example, discover the Islamic finance, nobody will hear about it, for sure. Simply because it's a small economy. Because there is a lot of cash in the GCC, excess of cash, we could talk about financial industry. And then if we would like to do it and structure it Islamically, then there is a potential for the development, and that's why you hear about it. So never forget. If Malaysia was not doing well, I'm sure that Islamic finance you didn't hear about. So the growth in the GDP and these economies that are asking for, they have a pressure for Islamic product coming from their population is the second driver of the Islamic finance. Another reason is basically innovation, legal and Sharia engineering. We can say we have here the tables in French, but nowadays all the products, all the financial needs of corporation, of any customer, we almost find out a product that could be used to fulfill that requirement. It's in French, but if you would like to finance your import, export, letter of credit, there is product. Even if you want a draft, overdraft in your account, well, basically there is a special product for that. So the innovation has led to a discovery of a series of product Sharia compliant, which makes a company which is looking for Islamic product, they've been able to find these products. So basically we reach a level where we could offer the same product for both conventional and Islamic, both on the placement and the use of funds. So in Islamic finance you have many types of products. In a traditional bank there is one product, it's called the loans. Because in Islamic banking we have to behave either as owner of the assets or entrepreneur or commercial or merchant, that's why you see all these products. Musharaka, Murabaha, basically you are a merchant, you are selling on credit. However, there is something very strange. You see the risk associated compared to the conventional bank and Islamic bank. Here, for a conventional bank, because they give a loan, the most important risk they are facing is the customer not paying. So we call that credit risk. However, for the Islamic bank, besides the fact that the customer cannot pay, but the card could be destroyed, could disappear, you get my point, could not be delivered, could be delivered by the merchant with a different color, so the customer will say, no, I don't want to buy it, all right? Especially when the delivery is outside the city. So an Islamic bank is taking more risk than a conventional one because it has to justify the profit they're making is from the commercial activity, from selling and buying the assets. Here is a description of all the types of products that could be used to really fulfill all the requirements. So some of the risks here is basically when a bank order the equipment from the merchant, can order a color, a vehicle. When it is delivered to
purchased, you know, refuse the delivery, and then the bank will stuck with the equipment. So basically, that's why most of the Islamic banks, they give facilities for Mercedes, BMW, good cars, fresh new. So if you buy a second-hand equipment, kind of Islamic banks are very reluctant to do it, you know. So, in summary, there are a couple of techniques used by Islamic banks. Murabaha, this is the Islamic loans, but basically the bank will buy the car and sell it to you, right? Although instead of giving you the money and you buy the car. So in case you don't buy, you don't pay the bank will have the car, they own it. So this product is called Murabaha. Second one is the Ijara, which is the leasing. Basically the bank will keep the car, but you pay a rental. So it's like you own a house, a flat, and you rent it. So if the customer is not paying the bank, nothing will happen to him. Don't worry. All right? You just give back the keys of the car, and that's it. You go back home. It's something that I advise all my friends that they have a problem with the banks, they go for Islamic bank. You know, at least they have less problem. And this is where the risk is coming from. Musharaka is basically if you would like to give money directly to the customer, to his company, you cannot do it directly. You will do a joint venture, so you do participation with him on the same project. So you take the risk. If the project is collapsing, the money is gone. So this project is Musharaka and Mudaraba. Salam, of course, if you would like to finance future production, so basically you buy with the customer the commodities, it's like for fuel, agriculture, etc. So if you see the overall balance sheet of the Islamic banks, we will find that 70% of the balance sheet is Murabaha. So the Islamic banks, they are trying to avoid all the other products because they are very risky. Because compared to conventional bank, where if you would like to finance agriculture, you just give money to the agriculture, and after the harvest, he pays the bank. Here we don't have choice. We have to purchase with him, you know, and enter all the cycle of production, which is something we try to avoid. So we find out that 70% of the balance sheet of an Islamic bank is concentrated on the Murabaha, which is buying assets, existing assets, like auto loans, housing loans, and that's it. It's not far away from, you know, taking additional risk. There is they are reluctant about it. Because simply the risks are similar. You have a depositor in a bank, so there is a funding risk. Whether it is a conventional or Islamic, customer can withdraw money. And if they withdraw money, the Islamic bank cannot go to the monetary market because it's forbidden to place money and to borrow money directly because it's cash to cash. Right? And of course, from the asset side, when they give loan, they have to take the risk of the assets of the business itself without being a shareholder, really. You know? So that's why you find Islamic banks, they have a lot of cash, you know, and you have the impression it's flourishing and there is a good business. In reality, they have a cash because they try to avoid a lot of transactions, all right? Which is good in a way that gives good an opportunity for the sukuk. So basically, there is a higher opportunity in the sukuk market rather than Islamic banking. You know, Islamic banking for retail, it's more for the community, you know, Muslim community and the population. It cannot really grow much. And by the way, I will show you something very interesting. Here, a graph where
see on the other side Islamic banking share of the total assets, and here banking assets penetration in percentage of the GDP. First of all, you see some countries like Jordan, Bahrain, Egypt, so 180% for Jordan, which is the GDP of Jordan is financed by the debt, yes? So it's a kind of debt country. They have more debt than their GDP. This is something in Islamic finance you cannot finance more than what you have. So kind of, if you propose in Jordan to be completely 100% of Islamic banking, the governor of the central bank will tell you, please, can you find something else to do from the survey? So it's something, if you have to finance your economy with the debt, so kind of Islamic finance will not work. Okay? So on the other side, we will find in Saudi Arabia, 50%, although we are in Saudi, 50% only of the assets are Islamic, which means the rest, 50% are conventional. Why is that? Because corporation would like to go to conventional bank because they are cheaper and they can offer all the products. The Islamic banks, because of the risk they are taking in taking the assets, they are reluctant, they don't want to do the transaction. So basically, they try to avoid risks, so they don't give the loan to the customer. So these corporations will go to the conventional bank. So somehow, the spectrum, because we cannot finance more than 100% of the GDP, so this is our area, and because of the Islamic banks, they try to avoid some risks. We only limited by what we have. So in summary, what we can say about Islamic finance, it can really come to the growth, but it cannot create the growth. Basically, in French, we can say elle accompagne la croissance, mais elle peut pas parier sur la croissance. Because you need to find the assets first. You need to find the car. You need to find, if you are a landlord, you own a house, to be able to earn rent, which is your earnings, you need first to own the apartment. So if you don't own the apartment, you cannot make a profit coming from the rent. That's exactly what it is. And that's why for the crisis of the subprime, it was really a good opportunity to protect the Islamic banks from buying leveraged assets, because it's forbidden to have 180% of debts. You need to have it 100%. So I think the future, because of these constraints, I think the future, to my point, the Islamic bank cannot answer the totality of the needs to finance the real economy. Yes, they cannot answer all the financial needs because they have to protect themselves from the risk of the assets. This will be eventually the role of the Sukuk to minimize this gap. And Sukuk is equity market. You need to have money to invest. So I think personally, Sukuk would be applicable to liquid economies and to high growth and emerging economies. So if you go to a very poor country like Bangladesh and you try to apply Islamic finance, I'm not sure we're going to make it there. Because you need to build the assets first, you need to have it, and then you can have a return. I think I respected 30 minutes. Thanks. Thank you. Thank you very much, Mr. Chabouni, for this excellent and very clear presentation. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie, qui sera en français, si vous le voulez bien. Donc, on a avec nous Olivier Fillambi, qui est partenaire au cabinet international Hogan Lovells, avec son associé, je ne connais pas encore le nom.
qui vont aborder ce soir la question de la finance islamique appliquée à des cas particuliers dans le cas de Monsieur Phil Lambie, et son associé abordera la partie fiscale, si je ne me trompe pas, de la finance islamique. Merci beaucoup. D'abord. Oui. Je dois excuser mon associé Xenia Legendre, qui est effectivement un fiscaliste chez nous, qui n'a pas pu être là ce soir. Et je suis venu avec Laura, qui est dans son département, et qui connaît un petit peu la finance islamique, mais il l'a pas beaucoup pratiqué. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous dire en quelques mots, et après je ne sais pas, peut-être qu'on laissera peut-être les gens poser des questions, c'est vous apporter un éclairage pratique sur en fait, 2 opérations de financement de projets sur lesquelles on a travaillé ces dernières années. Alors aucune en France, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant à plusieurs titres. Une en Mauritanie et une au Sénégal. En Mauritanie, il s'agissait de financer l'extension d'une mine pour la société nationale mauritanienne, en fait, qui est le producteur de fer. Et au Sénégal, il s'agissait de la construction du futur aéroport international de Dakar. Donc, dans les 2 cas de figure, notre travail consistait à conseiller en fait les banques dans la structuration du financement de ces 2 opérations, et il se trouve que dans les 2 cas, il y avait donc une banque islamique qui est la Banque islamique de développement. C'est une banque publique comme la Banque africaine de développement ou comme la Banque mondiale, dans le fond, qui sont des banques dont les actionnaires sont des États et dont le siège social est à Jeddah, et qui intervient dans tous les pays en voie de développement, donc au même titre que la Banque africaine de développement. Simplement, c'est une banque islamique, donc elle intervient uniquement sur des produits de la finance islamique. Et donc quand vous êtes confronté à un financement dans lequel vous avez à la fois des banques conventionnelles, des banques islamiques, l'essentiel du travail consiste en fait à, on va dire, intégrer la tranche islamique dans une tranche conventionnelle, faire en sorte que ça fonctionne en termes de flux comme si on avait en fait des banques conventionnelles. Donc dans un financement de projet, vous avez, sans rentrer dans le détail, mais vous avez les banques vont financer la construction d'un ouvrage et vont se faire rembourser par l'emprunteur, qui est le maître de l'ouvrage, le propriétaire des ouvrages, sur la durée d'exploitation à partir des cash flows qui sont générés par l'ouvrage. Donc le défi consiste effectivement à pouvoir d'abord faire en sorte que l'ensemble des banques islamiques conventionnelles s'entendent sur un financement commun, alors que les produits juridiques ne sont pas les mêmes. Alors dans le cas de la Mauritanie, la Banque islamique de développement avait financé à travers un Ijara, qui est en fait une forme de crédit bail. Et dans le cas du Sénégal, c'était un istisna qui a été beaucoup plus compliqué. En fait, l'istisna, c'est en fait un contrat de construction où en fait la banque islamique vient s'interposer entre le client, le maître de l'ouvrage, et le constructeur. Et donc c'est un schéma qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre d'un point de vue juridique qu'un Ijara, qui ressemble assez fortement quand même à ce qu'on connaît avec le crédit bail. Simplement, pour vous donner quelques exemples, quand vous avez en fait des prêteurs, des banques conventionnelles qui prêtent à côté de banques islamiques, prêtant elles-mêmes sur la forme d'un Ijara, les banques conventionnelles vont être un peu l'ensemble des banques ne vont pas être à égalité de traitement, ça s'appelle le pari passu, par rapport aux actifs qui sont financiers, puisque par définition la banque islamique sera propriétaire des biens qu'elle va financer, alors que les banques conventionnelles ne le seront pas. Donc on a ça crée une situation, on va dire, un peu déséquilibrée entre les deux, et qu'il va falloir traiter dans le cadre d'une convention intercréancier
pour essayer je dirais, de supprimer au maximum en fait les inconvénients de cette situation, notamment par rapport aux banques conventionnelles qui, elles, n'ont pas l'accès à la propriété des équipements, du matériel, sachant que, comme vous savez, la propriété, c'est ce qui résiste le mieux à la faillite. Donc, c'est un avantage comparatif. Tout à l'heure, monsieur a tout à fait eu raison d'insister sur le fait que les banques islamiques, du fait de leurs produits, prenaient plus de risques que les banques conventionnelles, mais elles ont aussi un avantage comparatif que les banques conventionnelles n'ont pas, notamment en ayant la propriété des actifs. Voilà. Et donc, en cas de faillite de l'emprunteur ou du client, elles ont ce qu'on appelle un droit de revendication de la propriété des actifs qui passe avant, qui est évidemment beaucoup plus fort qu'un simple droit de créance qu'une banque conventionnelle va avoir et qui, avec des sûretés qui elles-mêmes seront paralysées par l'effet de la faillite. Donc en fait, pour revenir au cas qui nous intéressait, ce qu'on a essayé de faire dans l'accord intercréancier, donc l'accord qui réunissait les banques conventionnelles et les banques islamiques, c'est de prévoir qu'est-ce qui peut se passer en cas de défaut de paiement de l'emprunteur par rapport précisément à la propriété des actifs qui sont restés dans la banque islamique, puisque la banque islamique était dans une situation de crédit bailleur en fait. Et ben en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu en fait par un système de put et de call, donc de promesses d'achat et de promesses de vente, on a prévu deux options possibles. Soit un retour de la propriété dans le patrimoine de l'emprunteur en cas de défaut, soit la possibilité, si les banques le décident, de donner un mandat à la banque islamique de vendre les équipements à un tiers, de prendre possession des équipements, les vendre à un tiers, et ensuite de partager le produit de vente entre la totalité des banques conventionnelles, banques islamiques. On retrouve, voilà, on a, je veux dire, d'une façon conventionnellement, on a recréé une forme de pari passu sur les risques par ce biais-là. Dans le cas du Sénégal, ce qui était très compliqué, c'est que le financement est intervenu à un stade d'avancement du projet, c'est-à-dire qu'en fait le projet avait déjà eu une première phase de construction, c'est-à-dire que les contrats avaient déjà été signés, donc entre le maître de l'ouvrage et le constructeur. Et donc là, les banques, y compris la banque islamique, arrivaient dans une situation déjà existante, contractuellement, ce qui est beaucoup plus compliqué que de partir de zéro, projet Greenfield, où là, effectivement, on va mettre en place deux contrats d'istisna. Le premier, c'est le client va en fait passer un contrat avec la banque islamique de construction, on va lui commander en fait un ouvrage, va passer finalement un contrat de construction classique avec la banque islamique. Et la banque islamique va passer un contrat équivalent, parallèle en fait, avec un constructeur. Va sous-traiter en quelque sorte en fait la construction au constructeur. Et une fois qu'on a mis en place ces deux contrats, les éléments les plus importants qu'il faut regarder, c'est que évidemment la banque islamique qui n'est pas un constructeur et qui ne veut pas, non seulement elle ne veut pas, mais ne peut pas prendre les responsabilités d'un constructeur. Il n'est pas question qu'effectivement qu'elle donne les moindres garanties décennales, d'achèvement, etc., ce que donneraient des garanties légales ou des garanties, etc. On va transférer la totalité de ces risques sur le constructeur. Donc par le biais de mandats ou d'autres instruments juridiques, on va faire en sorte que, et de renonciation de la part du maître de l'ouvrage à tout recours contre la banque islamique, on va essayer de limiter au maximum tous les risques qui pourrait peser sur la banque islamique du fait de sa situation de constructeur. C'est pour ça que l'istisna, c'est, je trouve, le schéma le plus complexe en termes de risque, parce que dans le fond, on a quand même une situation, même si elle est un peu virtuelle, où la banque, le financier islamique est réputé être constructeur vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Et d'un point de vue des risques, comme dans un crédit bail d'ailleurs, finalement, vous savez peut-être, dans un schéma de crédit bail, le crédit bailleur, il est propriétaire du bien qui est loué, mais par le biais d'un contrat de service, il va transférer la totalité des risques liés au bien en question sur l'opérateur, le loueur. Si
Vous voyez un schéma de crédit bail d'avion, par exemple, ça se pratique beaucoup dans le financement, en matière de financement d'avion ou de financement de bateau. Le crédit bailleur, qui est en général une banque, va essayer de transférer la totalité des risques, évidemment, sur l'opérateur. Donc ça se fait par le biais de contrats. Donc on va par le biais contractuel, on va dissocier en fait la propriété, qui reste bien chez le crédit bailleur, et les risques, qui eux sont transférés. Donc on a la même problématique, mais en plus complexe dans le cadre d'un contrat de construction, où on va dissocier en fait la qualité de constructeur de la banque islamique des risques liés à la construction, qui eux seront totalement transférés, et qui seront totalement assumés par le constructeur, donc c'est la vocation première et normale. Donc, encore une fois, par le biais de techniques contractuelles, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de recours possible en fait sur la banque islamique au titre de la construction. Et donc, par rapport effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure sur la livraison, effectivement, le fait de livrer un bien, ça peut être dans la vente comme dans l'istisna, qui n'est pas conforme aux spécifications. En réalité, c'est pas la banque islamique qui va assurer la livraison du bien. Par le biais d'un mandat, elle va mandater le client pour en fait recevoir la livraison pour son compte, et c'est le client qui sera responsable si jamais il accepte une livraison qui n'est pas conforme en fait au contrat, qui n'est pas conforme aux spécifications du contrat. Donc voilà, sur l'aéroport de Dakar, on a dû faire avec une situation qui est existante en fait, et c'est ça qui nous a posé beaucoup de difficultés, parce que il fallait à la fois interposer la banque islamique dans le schéma existant entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, sans que le constructeur en soit informé et sans qu'on ait besoin de lui demander son accord. Donc tout s'est passé entre le maître de l'ouvrage et la banque islamique. Donc on a identifié dans le contrat existant des actifs éligibles au financement de la banque islamique, et on a transféré les droits à construire sur la banque islamique, et par le biais de plusieurs contrats, on a réussi à intégrer ce schéma-là, en évitant également qu'il y ait un double transfert de propriété du constructeur vers la banque islamique, de la banque islamique vers son client, qui en l'occurrence, puisqu'il s'agissait d'un ouvrage immobilier, aurait entraîné des droits de mutation, deux fois le paiement de droits de mutation, et en plus nous aurait obligé de passer par un notaire qui aurait augmenté le coût. Donc on a réalisé un transfert direct de la part du constructeur vers le maître de l'ouvrage, sans passer par la banque islamique. Donc voilà, deux exemples concrets vécus de financement, ce qu'on appelle des financements multisources, où on a effectivement deux sources conventionnelles, des sources islamiques. Il y avait même une troisième source pour le projet mauritanien, puisqu'il y avait des banques commerciales qui prêtaient avec une assurance de crédit export, Hermès. Donc on avait trois en fait groupes de prêteurs qui prêtaient donc au même emprunteur pour construire un ouvrage, et avec donc trois schémas différents qu'il fallait donc combiner pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne juridiquement évidemment, mais pour que ça fonctionne en termes de flux, c'est-à-dire qu'on devait à la fin, une fois que les contrats étaient mis en place, on devait retrouver les mêmes flux, c'est-à-dire en période de construction, il faut payer les appels de fonds qui sont faits par le constructeur, y compris venant des banques conventionnelles comme venant des banques islamiques. Et une fois que le bien il est livré, il faut que l'emprunteur respecte un échéancier de remboursement. Alors pour la banque conventionnelle, qui correspond donc à l'amortissement d'une dette sur, là c'est des infrastructures qui s'amortissent sur de longues durées, 18-20 ans. Et pour la partie, la tranche islamique, c'est en fait un prix qui est différé dans le temps et qui comprend une part une barre de capital et en fait une part d'intérêt qui ne dit pas que c'est évidemment qui n'est pas un intérêt mais une marge bénéficiaire en fait.
Mais on retrouve les mêmes flux, et les mêmes flux viennent se caler sur les mêmes dates de remboursement, ce qui fait que, encore une fois, en termes de paiement, aussi bien sur l'amont, quand il s'agit de faire les appels de fonds du constructeur, que pour le remboursement, on se retrouve dans la même situation. Alors après, on a deux agents qui gèrent les flux de paiement, parce que là, en l'occurrence, c'était les banques conventionnelles avaient un agent en Europe qui était Citibank, et en plus, pour couronner, enfin pour complexifier encore un peu le schéma, la banque islamique était aussi agent de deux fonds, un fonds des fonds de dette en fait, du Moyen-Orient, et un fonds de dette de l'OPEP, j'ai oublié le nom, mais qui participait au financement. Et elle était, il y avait une sous-participation entre la banque islamique et ces deux fonds pour gérer aussi les appels de fonds. Donc on avait une mécanique de flux assez compliquée. Mais tout ça pour dire que donc malgré la difficulté, on a réussi à mettre ces schémas en place. Et quand je dis réussi, c'est pas juste sur le papier, c'est-à-dire qu'il faut quand vous travaillez concrètement avec une banque islamique sur un schéma comme ça, en l'occurrence avec les juristes internes, il faut que eux ils puissent avoir les accords de leur charia board interne ou externe, de façon à faire passer la structure en validation en fait au niveau de la charia. Donc en fait, il fallait que lui soit convaincu de la faisabilité En plus, on avait des questions de droit local qui s'interposaient, donc il fallait travailler aussi avec des avocats sénégalais en l'occurrence, qui aussi ont validé le schéma au niveau droit sénégalais. Et ensuite, au niveau de la banque elle-même, il fallait que ça passe l'accord des charia boards. Donc c'est passé. Et on a pu mettre en place ces schémas. Donc voilà, encore une fois, deux exemples concrets où on arrive, en définitive, à combiner en fait ces structures, même si elles apparaissent un petit peu compliquées comme ça à mettre en place. Au final, j'ai trouvé qu'il y avait dans le fond une assez grande souplesse en fait, plus qu'on l'imagine comme ça au départ, pour accepter des petites variantes par rapport, je dirais, à ce qui est défini comme un produit, qui est un peu intangible. En fait, non, on arrive malgré tout, par des techniques contractuelles, à les faire évoluer pour que ça puisse se combiner dans un contexte particulier. Question ici. Peut-être commencer là. À qui vous voulez les questions d'ailleurs. Bonsoir. On a beaucoup parlé de la finance islamique et de ses limites ou des challenges en question, mais du point de vue de la banque. Et du point de vue de l'entreprise, j'aurais aimé savoir quelles étaient les limites d'une entreprise qui s'adresse à une banque islamique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir face à une banque conventionnelle. D'après ce que j'ai cru comprendre, elle ne pourrait pas avoir une banque islamique qui souscrit des obligations ou ses actions, par exemple. Donc, quelles sont les limites plus globales et est-ce que ces limites-là font qu'à l'échelle plus globale, on ne pourrait pas avoir une finance totalement islamique et qu'on est obligé finalement d'avoir des banques conventionnelles? Ça marche là? Oh. Oui. Moi, je peux répondre encore une fois, sur les schémas que j'ai vus sont des schémas où on fait intervenir des sociétés spécifiquement, des special purpose véhicules, ou des sociétés qui sont spécialement créées pour les besoins d'un investissement en particulier, et avec des banques, donc pas des fonds d'investissement, et je n'ai pas pratiqué de la finance islamique avec des corporates en fait. Donc je peux pas vous répondre directement sur la deuxième partie, mais sur ce que moi j'ai vu par rapport à des schémas de financement de projet qui font appel à des SPV, c'est-à-dire que l'investisseur lui
ne veut pas prendre de risques. Donc en fait, il crée une filiale qui va porter le projet. Honnêtement, je n'ai pas décelé de contraintes particulières par rapport à ce que la banque proposait, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des contraintes de financement, ne serait-ce que en termes de souscription d'actions et d'obligations, puisque si j'ai bien compris votre présentation, ça serait directement un prêt financier, puisqu'il n'y a pas d'achat matériel de produits. Est-ce que ça déjà, c'est pas une première contrainte? Mais là, on était uniquement sur de la dette bancaire. Donc il n'y avait pas d'achat d'actions, d'achat d'obligations. On était sur de la dette bancaire ou équivalent en fait. Et là-dessus, honnêtement, je n'ai pas vu de contrainte particulière du point de vue de l'empreinte de l'investisseur. Hein. Je vais peut-être rajouter en fait, en finance islamique, l'appétit au risque, elle est différente. Dans le cas du financement mentionné en Mauritanie, les investisseurs, dès le départ, veulent et ils ont l'appétit de prendre ce risque. Dans le cas de la banque islamique, et c'est pour ça tout à l'heure j'ai mentionné le bilan, les déposants déposent au sein de la banque islamique des dépôts et que le gestionnaire de la banque islamique prend ces dépôts et les prête. Et c'est là il y a la réticence. Donc dans le cas du financement mauritanien, les investisseurs veulent travailler avec le client, le contracteur, pour faire l'opération. Il y a l'appétit. Mais quand il s'agit de métiers de transformation bancaire, comme on le fait dans la banque conventionnelle, où il y a des déposants, une certaine stabilité des dépôts, on prend les dépôts pour donner au corporate, c'est là où le banquier islamique trouve plus de difficultés à cause des risques supplémentaires de détention de l'actif, de destruction, etc. Et du coup, l'entreprise corporate, dans certains cas, vu la documentation, vu la lenteur de la procédure, elle va directement à la banque conventionnelle. C'est d'ailleurs ce qui explique le schéma en Arabie Saoudite. Même en Arabie Saoudite, où il y a normalement tout le grand besoin et l'appétit pour faire de l'islamique, on ne finance que 50%. D'ailleurs, le découvert bancaire est une problématique aujourd'hui parce qu'on ne peut pas le financer en islamique. Et d'ailleurs, il y a certains pays qui l'ont autorisé avec une certaine engineering. Mais malheureusement, dans d'autres pays, le charia à bord n'a pas accepté. Et il a considéré cela comme étant du riba purement, quelle que soit la façon de faire. Hein. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. Moi, c'est juste une petite question de détail, 2 minutes. C'est pour savoir, les déposants, justement, est-ce qu'ils sont rémunérés ou pas? Est-ce que c'est comme un livret A? Parce que ça veut dire que s'ils étaient rémunérés, par exemple, à 1% ou 1,5%, ils récupéreraient de l'argent sur l'argent. Donc, théoriquement, dans une banque islamique, quelqu'un qui dépose de l'argent n'a pas le droit de récupérer de l'argent, donc c'est pas attrayant pour les déposants. Donc, finalement, est-ce qu'il y a une source vraiment potentielle? Je réponds. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on a trouvé toutes les inventions et toutes les techniques pour faire les mêmes produits. Bon, en principe, on n'ouvre que des comptes courants au sein d'une banque islamique et rémunération est égale à 0. Parce que le fait de servir un supplément par rapport au dépôt, c'est considéré comme du cash direct sans un risque commercial. Mais les banques islamiques ont fait un autre produit qui s'appelle le PSI, les Profit Sharing Investment Account, donc où on considère que le client dépose de l'argent et la banque a le savoir-faire qui va prendre cet argent pour l'investir et d'ailleurs pour donner des prêts islamiques et selon une règle de partage. Ça veut dire par rapport à la banque conventionnelle et le compte livré, le client ne sait pas d'avance l'intérêt qui va être servi. Donc il prend le risque même avec la banque. Donc si par exemple un client a ouvert un compte d'épargne islamique, la banque a investi l'argent, tous les clients ont fait défaut, il va recevoir 0 et même il va perdre sa mise. Voilà la différence. Mais bon, comme les banques ne font pas souvent défaut,
le produit est publiquement similaire. Hein. Voilà. Bonsoir. Ma question, en fait, elle va dans le même sens que la question précédente. C'est plus, je voudrais revenir sur le mécanisme de la banque islamique. En fait, ce que je ne comprends pas, ce que vous dites, c'est que la banque prend l'argent qui a été déposé par ses clients pour l'investir dans un projet. Ce qui veut dire concrètement que si moi, par exemple, je dépose, disons, 100 € dans une banque, je peux revenir demain pour les retirer et la banque peut me dire non, parce qu'on les a déjà prêtés à quelqu'un d'autre. Donc, comment ça marche dans ce cas-là, en fait? D'abord, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, les régulateurs et les banques centrales se comportent toujours comme étant des régulateurs de banques conventionnelles. Et d'ailleurs, la crise de 2009 à Dubaï, où l'État des Émirats arabes unis était obligé, pourtant juridiquement et de point de vue charaïque, les banques pouvaient réellement ne pas servir ni intérêt et même retirer les dépôts à terre islamiques. Mais comme la Banque centrale souhaite avoir un seul système bancaire, elle a garanti les dépôts. D'accord? Donc cette histoire, elle n'est pas toujours résolue jusque-là. Hein? Bahreïn aussi, elle s'est comportée de la même façon, et l'Arabie saoudite. D'accord? Mais je suis curieux de savoir si ce cas se présente dans un pays pauvre où l'État n'a pas beaucoup de sous, hein, où le gestionnaire de la banque va dire ben, c'est Sharia compliant, j'ai pris l'argent, voilà la convention qu'on a signée, et voilà. Bon, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, c'est les mécanismes de réserve, de réinvestissement et des réserves de reserve equilibration. Donc la Banque centrale recommande aux banques de prendre des réserves avant de distribuer. C'est au cas où il y a une baisse du capital, il y a un petit montant de... Mais à la fin, de point de vue charaïque et légal, si la banque perd la mise, il n'y a aucune garantie. Hein. Alors qu'en banque conventionnelle, on ne détruit l'épargne seulement s'il y a un risque systémique. Ça veut dire que c'est le cas des banques qui ont fait défaut complètement, on ne rembourse rien. Alors que théoriquement, dans la banque islamique, même si on a perdu un investissement, on peut ne pas rembourser le client. Voilà. Monsieur Chabouni, vous disiez tout à l'heure que la Tunisie est un pays où la finance islamique pouvait se développer, contrairement au Bangladesh qui était un pays pauvre et on aurait eu des difficultés à s'installer. Quels sont finalement les critères qui vont permettre à un pays d'être propice à la finance islamique ou pas? D'abord, s'il n'y a pas de croissance économique et de valeur ajoutée, des PME et des entreprises, il n'y a pas d'industrie financière. Pourquoi, quand on veut la faire de façon islamique, on va la réussir ou réellement l'existence de cette finance spontanée? Donc d'abord, il faut qu'il y ait une industrie financière, donc une économie à forte valeur ajoutée. Dans le cas de la Mauritanie et du Sénégal, parce qu'il y avait des investissements de l'étranger, certainement. Si on le fait en interne, il n'y a pas de population, il n'y a pas de growth, de croissance et de richesse. J'imagine mal une banque qui s'appelle la Banque islamique de Bangladesh, en ex nihilo, elle va ramasser de l'argent, elle va faire des profits. Certainement pas. Mais en fait, il y a deux cas de figure un peu différents. C'est celui où les banques vont effectivement s'installer dans un pays, les banques islamiques vont s'installer dans un pays et drainer de l'épargne et faire de la finance islamique dans le pays. En fait, les cas que moi j'ai connus sont un peu différents puisque ce sont des banques islamiques étrangères qui sont venues financer des investissements. Des investissements dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, qui sont des investissements
dont les pays d'Afrique, entre autres, sont très demandeurs, pour lesquels il y a une demande très forte, et où il n'y a pas toujours, ou en tout cas il y a une certaine difficulté à trouver des financements internationaux. Et c'est là où les banques de développement, c'est pour ça que mes cas sont un peu particuliers, puisqu'on est sur des banques publiques, des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, les CFI, la BEI, etc., qui interviennent, dont la mission est d'intervenir dans ces pays-là pour financer des infrastructures, etc. Donc en fait, on n'est pas effectivement tout à fait la même chose. Vous partez d'une industrie en fait de la finance islamique qui viendrait s'installer et qui pour cela a besoin effectivement déjà d'une certaine croissance, d'une épargne, etc. Là où effectivement moi j'apporte plutôt une expérience de financement externe qui vient en fait pour financer des infrastructures, et là je pense potentiellement dans tous les pays qui sont éligibles au financement islamique, donc ils font partie de la conférence islamique, à ce moment-là, potentiellement, des banques comme la Banque islamique de développement ou d'autres fonds sont susceptibles d'intervenir pour financer une infrastructure, je sais pas, au Maroc, il y a des fonds qui financent par exemple une partie de la croissance touristique, l'immobilier, etc. Enfin, ça peut couvrir tous les domaines de l'économie en fait. Ça va aller. Je suis enregistrée alors. En fait, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu traiter à travers la finance islamique, c'était uniquement à travers le contrat de crédit bail ou encore le contrat de construction ou l'opération achat-revente à travers un financier. Et ce que j'ai pu constater la plupart du temps, je vais dire les choses plutôt simplement, par exemple pour un contrat de crédit bail, si je ne dis pas de bêtises, l'Ijara, pardon, on va dissocier côté vendeur, bailleur et côté preneur. Par exemple, pour le preneur, lui, le revenu qu'il va verser au bailleur, ça va être un revenu qu'il va le verser en fonction de certaines échéances, et pour lui, ça va devenir une charge qui est déductible de son revenu imposable. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. S'il décide ensuite de céder le bien, s'il a acquis le bien, c'est des règles plutôt techniques, mais s'il a acquis le bien, au bout de 5 ans, il décide de vendre le bien, à l'issue du contrat de crédit bail, il va devoir payer des droits d'enregistrement sur cette cession. S'il décide de ne pas le vendre et s'il vend avant 5 ans, là, il sera soumis à la TVA. Du côté du bailleur, alors lui, le revenu qu'il va percevoir du preneur, il va l'amortir, tout simplement, dans les conditions classiques de droit commun, en fonction de la nature du bien, si c'est un bien immobilier ou un bien immobilier, puisque le crédit bail permet de financer soit un actif immobilier, soit un actif mobilier. Et puis voilà tout ce que je peux vous dire sur l'aspect fiscal. Pas de fraude, non. Enfin, je ne sais pas si je peux parler de... Moi, d'un point de vue fiscal, je pense que... il se trouve qu'en France, il y a des instructions d'administration fiscale qui ont été publiées, alors qui sont des instructions, des normes, qui ne sont pas des normes juridiques théoriquement, mais c'est des instructions, c'est les seules, et qui ont permis d'abord qui ont décrit plutôt bien fait les principaux, les 4 grands produits en fait de finance islamique, et qui ont donné en fait le traitement fiscal. Comment on doit traiter fiscalement dans le cas d'un Ijara, d'un Istisna, d'un Mouraba, etc. Comment on traite fiscalement. Alors en évitant effectivement, tant que faire se peut, les frottements quand il y a une double vente, une réciproque ou pas d'ailleurs, un peu comme dans la fiducie en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les schémas de fiducie, le législateur est venu justement préciser que pour qu'un schéma de fiducie fonctionne, potentiellement il y a donc un transfert de propriété à un fiduciaire et puis ensuite un transfert de nouveau vers le constituant. Il y a donc une double mutation. Si à chaque fois on taxe, surtout si on est sur des immobiliers, si à chaque fois on taxe la mutation sans qu'il y ait une neutralisation, l'opération
l'opération n'a plus aucun intérêt économique en fait. Donc là, effectivement, le législateur est venu supprimer en fait le flottement fiscal pour faire que l'opération. Pareil pour les opérations financières. En fait, les seules normes qu'on ait en France aujourd'hui par rapport à la finance islamique, ce sont ces instructions de l'administration fiscale qui sont minuscules. Il y a eu un projet de faire rentrer effectivement dans le code monétaire et financier des dispositions, puis finalement ça a été remporté, mais aujourd'hui on a ces instructions fiscales qui nous permettent finalement de faire en sorte que la finance islamique en tant que produit financier est reconnu en France, puisque déjà le fisc l'a appréhendé, de préciser que pour la plupart il s'agit d'opérations de crédit en fait. Ça a en termes réglementaires en France, ça a une conséquence importante, c'est du tout, ça tombe dans ce qu'on appelle le monopole des établissements de crédit. Donc en fait, seuls les établissements de crédit qui ont un agrément, la Banque de France, peuvent faire à titre habituel des opérations de crédit. Donc une banque islamique qui n'aurait pas un agrément en tant qu'établissement de crédit ne pourrait pas faire de la finance islamique à titre habituel en France. Donc ça c'est la grosse contrainte réglementaire qui pèse sur les institutions, les organismes qui pratiquent de la finance islamique. Donc aujourd'hui en France on a donc ces instructions fiscales qui permettent effectivement de bien baliser le terrain d'un point de vue fiscal politiquement, et on a effectivement maintenant une idée générale qui est admise par tout le monde, c'est que la finance islamique ne pourra se développera si des banques, et je crois qu'il y a très peu de banques islamiques qui ont obtenu, j'ai même cherché des agréments pour l'instant en tout cas. Je ne sais pas si elles ont cherché et elles n'ont pas eu. Il y avait deux banques du Qatar au départ qui ont d'ailleurs stimulé ces interventions fiscales, voulaient être implantées en France. Après des études de faisabilité, on a remarqué que le marché de retail va se concentrer sur le marché communautaire. Et d'ailleurs, la Banque Shabi qui a déjà ouvert, c'est peut-être où d'autres banques du Maghreb ont plus de chances que des banques qataries. Et les banques du Golfe auront plus intérêt à faire de l'institutionnel placement immobilier. D'ailleurs, il y avait une étude interne à la BNP, s'ils peuvent ouvrir un Islamic Window en France. Ils ont même été surpris de voir même les clients non musulmans pourront éventuellement quitter la banque, parce qu'ils avaient mal imaginé une agence coupée en deux. Donc l'idée, comme dans pas mal de pays, même musulmans, c'est pas faire de Islamic Window, mais c'est des banques soit from scratch, soit des banques communautaires. D'ailleurs, c'est le cas en Angleterre, il y a 2 banques ou 3 banques qui servent la communauté musulmane. C'est plus simple et c'est plus clair. Il n'y a pas d'exemption des valeurs auxquelles les soucis, si j'ai bien compris ce que je dis. Certainement des soucoupes, mais pas en premier lieu, parce que dans tous les cas, toutes les transactions, un soucoupe en entier n'a pas de sens. Il faut spécifier quelle est la nature de la transaction de l'entreprise. Ça veut dire un soucoupe de Morabha. Morabha, ça veut dire que le SPV, le fonds, a acheté le bien ou l'équipement, l'a vendu à crédit. Donc l'achat et la vente, c'est une opération de Morabha, et là, ça tombe dans la nouvelle loi fiscale. C'est indirectement avantagé. Non, ça veut dire les avantages de la nouvelle loi, si on a déjà. Comment est-ce que vous expliquez la différence qu'il y a en termes de développement entre les banques islamiques en Grande-Bretagne et en France? Vous pensez que c'est plutôt une question de culture ou une question réellement plus juridique? Je pense que c'est culturel. Je pense que la communauté indienne et pakistanaise sont
n'ont pas pu quand même satisfaire la clientèle, il y a un risque d'image parce qu'il y a un refus de donner des crédits, non pas parce que les clients sont mauvais, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de dépôts et de comptes à terme. Voilà. Et quand on n'a pas accès au marché monétaire pour emprunter, on n'a encore rien fait. C'est simple. Voilà. Moi, je pense que c'est plus culturel que parce que je vois aujourd'hui en France, avec l'obstacle réglementaire qui était essentiellement dans le fiscal, mais je crois que ça, il y a celui-là qui a été levé, je vois aucune difficulté à appliquer des montages de finances publiques, sous réserve qu'on ait effectivement respecté les obligations d'agrément des établissements de crédit et des banques. Mais je pense que si ça devait être réglementaire, c'est pour des raisons économiques, culturelles, et des importantes, une part de potentiel. Qui est gardé là-bas, Qui reste dans le Maintenant, j'étais à Barcelone avec le Islamic Finance Summit, c'était en décembre. Ben, en Espagne, il n'y avait aucun changement fiscal, etc. Mais il y avait une fatwa sur place qu'un musulman à l'étranger dans un pays non musulman, il peut consommer un prêt même verse de l'intérêt. Moyennant, bien évidemment, donner un peu de sous à des œuvres caritatives, des associations. S'il est dans la nécessité, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on puisse extraire du schéma un peu communautaire, entre guillemets, et appliquer ces principes, les principes des charia, dans une banque qui ne porterait pas forcément le nom de banque islamique et qui pourrait justement attirer plus, comme en Italie où il y a la Banque Etica par exemple, qui applique des principes qui sont similaires et qui sont presque égaux à ceux des charia. Et justement, on a un développement sans précédent parce que les gens quittent leur banque pour faire partie de Pour répondre à ça, j'étais en 2009-2010 membre du conseil d'administration d'une banque islamique turque. Je travaillais dans une banque saoudienne, possédait cette banque. Et le système bancaire turc, ça fait 15 ans qu'il existe, et le taux de la part de la banque islamique par rapport aux banques conventionnelles n'a jamais dépassé 4%. Quand j'ai posé la question aux clients, alors ils disent vous êtes plus cher. En fait, j'ai bien compris que quand c'est plus cher, c'est un service de moindre qualité par rapport à la banque conventionnelle. La question de faith, ça veut dire croyance, elle est questionable. Les gens, quand ils voient des comptes d'épargne intéressants, ils hésitent quand même. C'est plus cher de transactions, généralement dans la banque de détail. C'est pour ça, comparé à vos transactions, il y a l'appétit des investisseurs de prendre ou de financer cette opération. Donc, mais par rapport à la vente de masse de particuliers, ben, si la BNP elle offre le produit de crédit immobilier à 4% et une banque islamique, elle le fait à 7%, bon. Alors je vous donne un autre exemple que je connais très bien, c'est les microfinances islamiques en Afrique du Nord. Ils ont donné à peu près à 400 000 emprunteurs. Il y en a 7 seulement, et un taux à peu près 25% d'intérêt annuel. 7 ou 8 seulement sur 400 000 qui ont dit c'est un taux exagéré, c'est un taux d'usure et je le refuse parce que c'est islamique. Donc, toujours cette équation dollar égale rate égale plus cher, un service meilleur. Parce que les musulmans, en fin de compte, à la fin, ils se disent si j'achète. Là, le problème de croyance ou de morale, il est posé seulement sur les produits d'épargne. Quand on a un excédent de liquidité et on touche directement un intérêt, donc on s'enrichit sur cette base, on a une problématique quand on le reçoit pour dire ah oui, je me suis enrichi sur un autre port. Mais pour les produits
si on paye un intérêt, même si on appelle ça un intérêt. Alors, quand c'est moins cher, ou c'est peut-être le même prix et de la bonne qualité de service, on opte pour on a fait la banque islamique, hein, parce que ça correspond à la croyance. Ici, c'est un spread énorme. J'ai pas vu de changement fondamental. Hein. Une dernière question pour vous, c'est aussi un peu le sujet ce soir. S'agissant des débouchés professionnels dans la finance islamique ou en lien avec la finance islamique pour les étudiants d'HEC, est-ce que vous pensez qu'il y en a, où est-ce qu'il y en a, et est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui est amené à recruter des étudiants qualifiés? Bon, je peux répondre pour ma paroisse, hein, pour les étudiants d'HEC qui voudraient s'égarer dans le monde du droit. À un moment donné, il y a clairement un marché. Enfin, moi, je travaille beaucoup en Afrique et j'étais la semaine dernière à Brazzaville sur un forum des investissements sur les investissements dans l'infrastructure qui réunissait plus de 1000 personnes. Et il y a un appétit pour ce marché qui est réel, quoi. C'est pas juste une tendance actuelle. Il y a vraiment une demande énorme, et il y a une offre notamment de banques du Moyen-Orient, des grands pays comme le Nigeria, plus encore même que l'Afrique du Sud, et des banques islamiques. Qui est énorme. Donc je pense que, en tout cas, ce que je peux voir du développement de ce marché-là en termes d'infrastructure, on n'est pas sur le développement de l'industrie de la finance islamique, mais sur les financements de projets avec des parts des banques islamiques. En tout cas, en Afrique, clairement, il y a un vrai marché. Et puis c'est une technique, le financement de projet, qui se fait soit du point de vue juridique, soit du point de vue financier, dans les banques, dans les fonds. Il y a des fonds d'investissement qui se créent partout, des fonds de dette, des fonds d'equity spécialisés sur ce marché-là, et qui couvrent maintenant toute une gamme de projets qui vont de petits, de small cap jusqu'à des large cap, des gros projets d'infrastructure. Donc dans ce domaine-là précis, moi je vois vraiment un vrai secteur de croissance, quoi. Structuration et de financement pour les projets et les infrastructures. Maintenant, une banque islamique de transformation, je vous ai dit tout à l'heure, on a tout fait pour que ça se ressemble. Donc, vous faites une carrière